compter sur les autres. Quand tout va mal, on ne peut que compter sur sa famille. Ce qui voudra dire que le nombre de jeunes qui sortent de nos universités à la fin de chaque année universitaire compte sur leur famille. Est-ce normal ce fait? Et si nous attribuons le tort aux dirigeants, nous pouvons aussi nous tourner vers la famille pour savoir leur rôle dans l'insertion professionnelle des jeunes. Ce qui nous amène à formuler la thématique suivante. Quelle est la place de la famille dans l'insertion professionnelle des jeunes? Et pour en parler, nous sommes avec un invité, un spécialiste des questions de famille, qui a accepté notre invitation. Il s'agit de M. T. Guy Damien, médecin de formation au Centre médical du Trésor. Bonjour, cher monsieur. Bonjour, frère. Nous sommes bien sûr le jeudi 1er mars 2018 et vous êtes bien sûr sur la FR TV, le numéro 1 de l'employabilité en Afrique. Bienvenue, chers téléspectateurs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons permettre à notre invité de se présenter un peu plus amplement. Alors, cher monsieur, merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation. Merci, et présentez-vous un peu plus amplement à nos chers téléspectateurs. Merci à toute l'équipe de la FA TV. Merci. Et merci de l'opportunité que vous nous offrez pour nous exprimer et pour donner notre opinion en ce qui concerne les questions de famille. Mais avant, comme vous l'avez dit, oui. Je suis T. Guy Damien, je suis médecin de formation au Centre médical du Trésor. Je suis dans la vie sociale. J'ai été président de la Jeune Chambre de Côte d'Ivoire en 2010. Je suis président de la cité où je réside, à Bata. Et qu'est-ce que je peux dire encore? Je suis voilà, un citoyen ordinaire. Marié? Je suis marié, effectivement. Je suis père de 4 enfants. 4 enfants? Merci. Nombre de garçons, nombre de filles? 2 filles et 2 garçons. Équilibre parfait. Équilibre parfait. Dieu m'a fait cette grâce. Merci. Alors, quelle définition pouvons nous donner à la famille selon vous? Pour moi, la famille, c'est un regroupement de personnes de façon simpliste, hein, qui partagent, qui ont le même lien, qui ont une obligation commune de s'aider, de se soutenir et de s'entraider. C'est ça. Alors, quels sont les différents types de familles que nous pouvons avoir? Alors, effectivement, dans cette thématique, on aurait pu dire la famille. Il n'y a qu'une seule famille, c'est le père, la mère et les enfants. Mais quand nous nous situons dans nos contextes, nous en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire, je peux dire, et cela d'ailleurs a une importance dans le déroulement de notre thématique, nous pouvons, en ce qui me concerne, dire qu'il y a 4 types de familles. Il y a la famille nucléaire, qui est effectivement, comme je le disais tantôt, constituée de papa, maman, que les enfants. Généralement, cette famille se retrouve souvent en Occident. C'est généralement les Occidentaux qui sont dans ce type de famille. Mais de plus en plus, surtout dans les quartiers résidentiels, en Côte d'Ivoire, Abidjan particulièrement, on trouve aussi ces genres de familles où les gens ne vivent que monsieur, madame et les enfants. Il y a aussi ce qu'on appelle la famille africaine. C'est la famille élargie. Alors nous autres, nous qui venons des grands, et généralement quand tu es seul à avoir un affranchissement social, cette famille impacte beaucoup la thématique, la suite de notre intervention. Parce qu'il faut tenir compte des oncles, de leurs enfants, des tantes et même de ceux qui sont dans le clan mais qui sont au village, qui sont d'un rapprochement génétique un peu plus ou moins éloigné. Il y a aussi, et ce qu'il ne faut pas négliger si nous travaillons, il y a la famille professionnelle. C'est une famille aussi qui compte beaucoup ou dans tout ce qui est comme la gestion. De façon, la famille, puisqu'on y passe d'ailleurs le plus de temps dans ce type de famille. Et puis il y a la famille sociale, il y a la famille dans la société. Vous êtes dans un quartier, par exemple, là où je suis président de ma cité, c'est comme une famille. Elle impacte aussi justement ma famille. Quand vous avez une communauté religieuse, il y a une famille aussi là-bas. Quand vous êtes dans une association, ça peut être même de sport, c'est aussi une petite famille. Bon, vraiment un peu, voilà les 4 types de familles que je dégage. Mais pour revenir au thème de la famille, il y a la famille africaine et la famille nucléaire. La famille africaine et la famille nucléaire. Alors, selon vous, de ces types de familles que vous venez de citer, laquelle est la plus importante?
Ben, comme je le disais, pour la définition typique de la famille, c'est parce que les autres familles impactent sur le développement de la famille qui est nucléaire. Parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est la famille nucléaire. C'est monsieur, madame et leur progéniture, et leur descendance. Et donc, c'est... Mais le problème, on ne peut pas tenir compte que de ce type de famille, parce que les autres types de familles impactent cette famille. Sinon, la famille pour laquelle nous nous exprimons aujourd'hui, c'est la famille nucléaire. C'est monsieur, madame et les enfants qu'ils ont sous leur responsabilité. Et où ils ont obligation de réussite donc cette descendance. Cette descendance-là. Alors, est-ce que la famille a une influence sur l'avenir de ses membres? Alors oui, je dis que effectivement, comme vous avez dit, je suis effectivement, nous avons quand même quelques notions dans les problèmes, dans la gestion des familles, les questions de famille. J'allais dire en termes de famille, nous avons une obligation dans l'évolution même de cette famille. Alors, il y a d'abord, la famille doit avoir une obligation de réussite sociale, de réussite éthique d'abord, donc de promotion de la famille, c'est-à-dire en tant que père et mère de famille, les deux membres de la famille ont une obligation de faire la promotion éthique, la promotion culturelle, la promotion sociale et la promotion économique de la famille. Alors partant de ces faits, je dis qu'effectivement la famille, la réussite des enfants d'une famille est une obligation pour les deux dirigeants de la famille, c'est-à-dire le père et la mère, ou le père ou la mère, parce qu'on a des familles où il y a monoparental. Alors donc, pour revenir sur ces différents types de promotions dont je parlais, c'est donc l'obligation des membres de la famille de se rencontrer constamment autour des réunions pour parler de la promotion d'abord éthique. Parce que tout part de là. Si vous avez fait une bonne promotion de la moralité à votre descendance, cela a un impact sur son affranchissement social plus tard. Quand vous arrivez dans une maison et que vous demandez bonjour, vos parents sont là, bonjour tonton, il faut t'asseoir, tonton on vous apporte à boire, tonton vraiment on vous accueille, c'est déjà la culture que les parents ont inculquée à leur descendance. Mais si vous arrivez dans une maison, bonjour, personne ne s'occupe de vous. Vos parents sont là, personne ne vous répond. Vous repartez comme vous êtes arrivé, il y a un problème de promotion éthique. Alors aussi, cette famille doit apprendre à sa descendance dans la promotion éthique la peur de la spiritualité, c'est-à-dire la crainte de Dieu. C'est quelque chose de fondamental. Généralement, on dit, pour pouvoir avoir un lien, c'est-à-dire pour pouvoir avoir une synergie de famille, il faut décréter une heure où toute la famille, avant de dormir, même si ce n'est pas forcément une prière formelle, mais où on est ensemble, on se voit avant d'aller se coucher. Ça crée des liens, des rapprochements dans la famille. Et puis, les questions de vol, d'impolitesse, d'alcool, de sexe, il faut qu'on en parle dans les familles. Et ça, tout ça, ça fait la promotion éthique. La promotion culturelle, c'est de montrer la culture, sa culture, ou ses cultures, parce que très souvent, on a des familles qui ne sont pas des mêmes horizons, ces cultures à leurs enfants. J'ai dit aujourd'hui, nous, notre génération, c'est difficile parce que nos enfants ne parlent plus notre ethnie. Et c'est dommage parce que nous parlons encore l'ethnie de nos parents. Mais c'est une promotion culturelle. Nos enfants ne connaissent plus. Moi, je me souviens la première fois que je suis allé avec mes enfants à l'intérieur, c'est-à-dire en province, même pas au village, quand ils ont vu les coqs, les cabris, ils étaient émerveillés parce qu'ils voyaient ça à la télé où ils prennent les coqs, ils voient qu'ils mangent, mais ils n'ont jamais vu un coq ou bien un cabri se promener. Tout ça là, c'est des choses que les enfants doivent apprendre. C'est des choses, c'est la culture. Et encore, au-delà de cela, il faut les emmener au village pour voir les différentes cultures, les rites et cultures de chez eux. Et c'est vraiment, c'est un peu ces genres de promotions qui doivent se faire. Alors quand toutes ces promotions se sont faites, la promotion la plus importante, c'est la promotion sociale. Alors on s'assoit, maman et papa, et on fait le profil de carrière de chaque enfant. Si on a plusieurs enfants, on décide ou on discute au début. On peut, quand ils sont encore avant l'âge de décider,
on prédestine un peu leur avenir. On se dit, bon, et ça, justement, c'est assorti d'un budget. On se dit, après leur bac, nous, on souhaite que cet enfant fasse la comptabilité, ou celui-là fasse le droit, ou celui-là fasse les lettres. Et donc, déjà, on prédestine à leur évolution sociale. Bien sûr, en prenant ces engagements, c'est assorti d'un budget qui va avec. Et donc, on suivra jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Voilà un peu ce que je voulais dire au niveau de l'impact de l'affranchissement social des membres de la famille par la famille elle-même. C'est une question d'abord familiale qui doit se discuter très tôt. Dès qu'on décide de concevoir un enfant, on doit pouvoir déjà économiser et voir jusqu'à son affranchissement social. D'accord. Alors, nous allons revenir sur l'aspect économique dont vous avez parlé tout à l'heure, mais vous avez dit il faut déjà orienter l'enfant, l'écouter peut-être, ou bien voir ses aptitudes pour pouvoir l'orienter et commencer par épargner. Nous allons revenir sur l'épargne. Mais est-ce que vous ne voyez pas que c'est imposer un emploi à un enfant si il n'a pas encore l'âge, il n'a pas encore la capacité de se décider ou bien de choisir, de lui dire en même temps, ou bien de faire déjà un programme sur lui pour ce qu'il va devenir. Un comptable par exemple, or l'enfant n'a pas les capacités ou bien l'aptitude de devenir un comptable. Alors qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est pas imposer à l'enfant de devenir ce que les parents veulent? Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui disent bon, là où je suis, c'est pas mon domaine parce que les parents ont voulu que je sois à ce lieu. Alors qu'est-ce que vous pensez? Je suis pleinement d'accord avec vous. Effectivement, ce que je suis en train de dire, c'est avant l'âge de décision de l'enfant. Généralement même, ce qu'on remarque, c'est que la corporation des parents influe souvent sur les enfants. Si le papa est médecin, à partir de des visites de son service, certains des enfants commencent à voir l'amour de la médecine. Par contre, ce n'est pas forcément évident. Mais on ne va pas attendre que l'enfant puisse discerner quelque chose parce que nous, les parents, généralement, nous savons ce qui est bien. Je dis bien généralement parce que nous avons été avant eux dans l'orientation sociale. Donc nous pouvons déjà... Ça, c'est ce que j'appelle... C'est des pré-choix. Maintenant, effectivement, là où je vous rejoins, je suis d'accord, quand l'enfant est à même de décider, parce que c'est la passion qui fait la réussite de la personnalité, de la personne d'ailleurs. Donc quand l'enfant a une passion de quelque chose, je vais vous donner une anecdote. J'étais à la fac de médecine, on avait une collègue en 4e année qui voulait être couturière. Ses parents avaient un peu de moyens, ils avaient suffisamment de moyens, mais ils ne pouvaient pas concevoir que leur fille soit une couturière. Donc, ils l'ont inscrite à la fac de médecine. Elle était avec nous, mais elle avait une telle passion pour la couture qu'elle dit, vraiment, elle a fait un pacte avec son père. Son père a demandé qu'elle ait au moins son doctorat et après, elle peut faire la couture. Mais je t'assure qu'avant la soutenance, elle a travaillé avec les grands stylistes. Et aujourd'hui où je vous parle, elle est une véritable, elle s'est implantée malgré son doctorat. Donc c'est dit que ses parents avaient voulu influencer sa passion. Effectivement, quand c'est comme ça, il faut pouvoir juguler avec l'enfant, sinon ça le perturbe. Alors quand l'enfant a même de choisir sa destinée, il faut l'encourager. C'est pour cela qu'à partir d'un certain âge, la discussion doit être permanente avec les enfants. Si tu veux imposer, cela doit être une conviction. C'est-à-dire que tu dois réussir à convaincre ton enfant. Mais il ne faut pas lui imposer pour lui imposer. Si tu as réussi à le convaincre, il va avoir la passion. Mais sinon, si l'enfant a sa passion déjà, il faut l'encourager. Si tu as un enfant qui, au lieu d'aller à l'école, dit qu'il veut être basketteur ou bien il veut être footballeur, mais il faut lui dire, ok, fais le sport, mais je voulais aussi que tu aies quand même un niveau intellectuel. C'est des échanges, c'est des compromissions qu'on trouve dans les familles, de sorte que l'enfant ne soit pas dispersé et que le père aussi ne soit pas déçu. Parce que, croyez-vous, un père qui a un certain niveau souhaiterait au moins que son enfant puisse s'exprimer de façon intellectuelle, même si il a choisi une discipline de son choix. Donc là-dessus, je suis d'accord avec vous. Alors quand un enfant a un choix, il faut respecter son choix. Mais on peut changer toujours avec le parent. S'il a réussi à convaincre le père, les parents, mais laissez-le, encouragez-le dans son choix. Encore pourvu que ce choix aussi ne heurte pas la sensibilité des parents. Voilà. Mais sinon, on décide d'abord pour eux et on échange ensuite avec eux.
Alors, tout à l'heure, vous avez donné une anecdote de cette dame qui est aujourd'hui docteur, mais très, très brillante en couture. Alors, est-ce que on ne voit pas aujourd'hui que beaucoup, peut-être, font le travail pour lequel ils ne sont pas destinés? Évidemment, moi je pense qu'aujourd'hui, beaucoup font le travail pour lequel ils ne sont pas destinés, par plusieurs faits. Comme je le disais, quand on décide de mettre un enfant au monde, on a obligation de son affranchissement social. Alors, quand on n'a pas prévu ça, évidemment, on se heurte au milieu du chemin et puis on n'arrive plus. Alors moi je vois souvent des parents, pour revenir un peu à la question, qui amènent leurs enfants en Europe, qui amènent leurs enfants dans les universités, dans les écoles. C'est une très bonne chose. Je n'ai rien contre ça. Mais par contre, après avoir fait tous ces niveaux, il faut qu'ils travaillent. Et souvent, arrivé à ce niveau, ils sont bloqués. L'enfant a tous ses diplômes et il est là. Et généralement, il est obligé de faire ce qu'il ne veut pas. Vous entendez souvent, bon, je suis obligé de passer le concours de la gendarmerie ou bien donc, il n'a plus fait ce qu'il voulait faire parce qu'il ne peut plus. Le parent qui l'avait envoyé dans ce genre de situation n'a plus les moyens, peut-être à ce moment précis, de continuer. C'est pour ça que je dis, tout est planification. Quand on planifie l'avenir d'un enfant, ça doit être jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il travaille. Et effectivement, pour revenir sur l'autre aspect, c'est beaucoup, effectivement, les personnes font ce que les parents veulent et ça les désoriente. Mais après, moi par exemple, je suis aussi un cas. Je n'avais jamais voulu faire la médecine. Quand j'avais le bac, on allait encore où on voulait aller, on orientait, je vais dire, on respectait les orientations. Et moi j'avais voulu être géologue. C'est ça. On était 3 dans ma classe depuis le secondaire. On avait toujours rêvé d'être géologue. Mon père, un jour, il est allé dans une structure sanitaire. Il dit qu'il est arrivé et il y avait du monde devant le bureau du médecin. Les gens commençaient à s'impatienter, ça murmurait, ça grognait, à la limite même, ça commençait à avoir des propos déplacés pour le médecin. Et quelques instants après, on voit une voiture garée, un petit bonhomme, petit monsieur qui arrive. Et dès qu'il descend de sa voiture, tout le monde est soulagé. Ça arrive, ah, docteur, bonjour docteur. Il dit, ça mon fils sera médecin. Comment quelqu'un peut, par sa présence, changer, transformer les humeurs? Les gens qui étaient fâchés sur le banc d'attente sont contents. Bonjour docteur. Donc c'est comme ça qu'il a manœuvré dans mon dos pour m'orienter en médecine. Donc, mais il faut dire qu'en première, deuxième année, je ne comprenais pas puisque ce n'était pas ce que je voulais. Mais après, j'ai commencé à aimer aujourd'hui la médecine. Et donc, ça peut être le cas de plusieurs jeunes qui font ce qu'ils ne peuvent pas, ce qu'ils ne veulent pas, parce que leurs parents ont vu des gens dans certaines situations, ils disent, mon enfant doit faire ça. Voilà un peu certains exemples que je peux dire où on trouve des jeunes qui ne veulent pas faire seulement sûrement ce qu'ils veulent. Et cela a souvent un impact, parce que quand c'est comme ça, ils n'excellent pas. Quand tu veux faire ce que tu aimes, tu excelles, parce que tu y mets la passion. Donc voilà un peu ce que je voulais dire à ce propos. D'accord. Il y a certains parents qui, dans certains domaines, lorsqu'ils veulent partir à la retraite, ils font tout possible pour placer un enfant avant de partir. C'est-à-dire pour assurer la relève. À votre avis, par rapport à ce fait, ce qui est sûr, c'est permettre à l'enfant quand même d'avoir un emploi. Alors, or, peut-être l'enfant ne voulait pas devenir peut-être, en tout cas, je tais le nom. Vous comprenez ce que je veux dire, votre avis? Si, moi j'ai vécu beaucoup de situations comme ça autour de moi. J'ai vécu beaucoup de situations. Moi quand j'étais encore au lycée, j'avais un aîné qui était très brillant. Il a eu le bac C avec mention. Mais sa mère disait, lui voulait faire les études de médecine. Sa mère disait, non, mais regarde ma situation, regarde, on est dans la pauvreté. Il faut faire un secours pour que tu nous donnes à manger. Sinon, tu vas encore aller faire des études universitaires. À quel moment, moi, ta mère... L'enfant était obligé de rabaisser son niveau, de vouloir où il allait vraiment exceller, et il a fait ce qu'il ne voulait pas. Effectivement, ces cas sont légion. Mais c'est ce que je disais. J'ai dit, à partir du moment où on émet le projet de faire un enfant, il faut accompagner le budget. C'est-à-dire qu'il faut planifier sa vie jusqu'à la sortie. Parce que moi, je dis aujourd'hui, comme je l'estimais toujours quand je dis, ma réussite, moi, c'est défini sur 3 piliers. Le premier pilier,
c'est que toute la famille ait une bonne moralité, donc elle a crainte de Dieu. Si dans ta famille, il n'y a pas quelqu'un qui a une mauvaise moralité, pour moi déjà c'est un pan de la réussite. Le deuxième pan de la réussite, c'est au moins avoir un toit. Ne serait-ce qu'un toit avant d'aller à la retraite. Si tu as un toit sur lequel tu peux reposer ton esprit, je pense que pour moi, c'est un deuxième pan de la réussite. Et le troisième, le plus important, c'est pendant que tu es encore en activité ou que tu vives, tous tes enfants travaillent. C'est ça. Parce que quand tous tes enfants travaillent, même si tu n'as pas des immeubles, tu n'as pas des hectares de VA, et tu es chez toi, tes enfants travaillent, pour moi tu as réussi. Tu as réussi. Tu as réussi parce que malgré pas de réalisation, oui, tu es heureux. Tu es heureux parce que tu vois tes enfants travailler. Et je pense que c'est cela que chacun devait atteler au lieu de contraindre. Parce que si tu vas à la retraite et que tu demandes à ton enfant de faire tout pour travailler ou de le placer avant de travailler, ça veut dire que tu l'as fait pendant que tu étais déjà âgé et que tu savais qu'avant d'aller à la retraite, tu allais compromettre son avenir. Ce n'est pas juste, c'est égoïste. Je pense qu'à partir d'un moment, c'est pour ça qu'il faut arrêter de faire les enfants et puis voir comment ceux qui sont déjà là vont travailler pendant que tu es encore là pour voir. Ça, c'est ce qui est le plus important. Alors, est-ce que parmi vos enfants, est-ce qu'il y a des enfants qui veulent emboîter vos pas dans la médecine? Oui, malheureusement, enfin, j'ai dit malheureusement, mais je n'avais pas voulu parce que moi, je dis toujours, aujourd'hui, la médecine est un métier social. On ne peut pas vouloir être médecin et être riche. Je ne veux pas que mes enfants soient aussi riches, mais je veux dire, c'est un sacerdoce. La médecine, quand on accepte le métier de la médecine, c'est vraiment un sacrifice. On se sacrifie pour l'autre. Donc si je serais heureux parce que déjà ma première fille elle veut être gynécologue, c'est sa décision pour le moment. Je pense que si elle grandit, qu'elle reste dans cette passion, je ne peux que l'encourager. Parce qu'effectivement, je vois que de par ma position de médecin aujourd'hui, ça me permet de voir beaucoup de choses. C'est vrai que je n'ai pas les moyens qu'un chef d'entreprise ou quelqu'un qui a fait les chiffres, qui économise, a dans certains domaines, mais j'ai vraiment, je veux dire, j'ai la chance de sauver des vies parce que je suis des chirurgiens de formation, j'ai pratiqué la chirurgie pendant au moins 6 ans en province quelque part et je n'ai récolté que des bénédictions. Même quand tu finis de soigner quelqu'un, le fait qu'il vienne te reconnaître, cela, c'est une bénédiction. Et ça aussi, je pense que c'est une richesse. Donc, pour une fille déjà qui veut embrasser même la carrière de gynécologie, qui consiste d'ailleurs, parce que c'est gynécologie accoucheur, qui consiste à mettre au monde des vies humaines, je pense que bon, je ne peux que l'encourager. Elle s'appelle Grâce Elisabeth, elle veut être gynécologue. J'ai dit ok. Mais par contre, les autres, bon, ils veulent faire autre chose. D'accord. Alors tout à l'heure, vous avez dit, avant de mettre un enfant au monde, il faut d'abord prévoir ce qu'il va faire, mettre, en tout cas, faire quand même réunir certaines conditions pour pouvoir lui permettre d'être facilement inséré dans la vie professionnelle. En parlant d'économie, alors comment est-ce qu'on peut économiser pour pouvoir permettre à notre progéniture d'avoir une insertion facile dans la vie professionnelle? Effectivement. C'est ce que je dis toujours, quand on travaille, il faut déjà planifier tous les axes de la réussite. C'est ça. Alors, cela rentre un peu dans le cadre du budget familial dont je suis aussi un expert, enfin. J'ai des notions, beaucoup de notions. Alors, dans ce cadre-là, pour la gestion du budget familial, c'est très important parce que c'est le volet investissement. Et c'est un investissement. La réussite des enfants est un investissement familial. C'est ça. Alors, partant de ce fait, chez nous, on dit, on peut donner le bel exemple que ce que toi-même tu fais. Et en ce qui me concerne, depuis j'ai commencé à travailler en 2002, début 2002. En 2003 déjà, je me prévoyais déjà avoir 4 enfants. Et en 2003, j'ai souscrit à des assurances épargne sur 18 ans. C'est ça. Et on me prélevait environ 30 000 francs, environ 30 000 francs, près de 120 000 francs qu'on me prélevait pour épargner pour mes enfants qui n'étaient pas encore nés. Parce que la première est née en 2003. Et donc je me disais que cela allait leur servir plus tard lorsqu'il va s'agir de quand ils vont finir leurs études pour faciliter les insertions sociales. C'est ça. Faciliter en termes d'études, en termes de concours, en termes d'entrepreneuriat.
ce qu'ils auront voulu au moins, quand il y a un petit minimum financier, je pense que l'enfant... Donc cela se conçoit depuis le début. Oui. Alors, si tu attends la fin, évidemment, tu ne peux pas. Donc moi, depuis pratiquement 2003, je concevais déjà que les 4 enfants, généralement, jusqu'en 2018, et jusqu'en 2019, j'aurais fini, parce que j'ai souscrit sur 18 ans, donc jusqu'en 2020, j'aurais fini. Et je pense que chacun aura un petit paquet quand même. Et dans ce petit paquet, je vais encore compléter jusqu'à ce qu'ils finissent les études. Celui qui voudra faire sa petite structure, pour le moment, en attendant de faire autre chose, il le fera. Celui qui veut s'insérer professionnellement, bon, au moins, il y a quelque chose pour préparer les dossiers de concours. Vraiment, je vais dire que ça sera au moins quelque chose qui pourra me permettre d'une enveloppe pour pouvoir leur faciliter leur insertion sociale. Donc déjà, on peut concevoir cela en concevant les enfants. Mais évidemment, cela ne doit pas impacter le fonctionnement de la maison. Et c'est tous ces artifices-là qu'on met ensemble pour faire le budget familial. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, ça fait partie des dépenses fixes. L'investissement, c'est une dépense fixe. C'est ce que tu prévois à long terme pour un objectif final. Et l'objectif final pour moi, c'est que tous mes enfants puissent travailler pendant que je suis encore là. Que vous êtes encore là. Nous parlons du rôle de la famille dans l'insertion professionnelle des jeunes et nous sommes avec Dr T, médecin au centre de santé, au centre médical du Trésor. Alors, autre question que nous avons à poser à notre invité tout à l'heure, il a parlé des concours. On veut lui demander, mais ici, lors d'un concours, il doit forcément corrompre pour que son enfant ait le concours. Quelle serait sa réaction? Oh non, mais je pense que c'est une plaie de la société aujourd'hui. Moi, je me souviens encore quand je passais le bac. Oui. Vraiment, c'était dans les années 90-91. On n'était pas nombreux, on n'était pas nombreux dans les classes. C'était la compétence. Et pendant ces années, tous les concours étaient vraiment basés sur, je veux dire, le véritable travail intellectuel de ceux qui compétissent. Je pense que ce volet de corruption est aujourd'hui un fait majeur de société, mais qui fait partie des éléments pour une bonne gouvernance, des éléments endigués pour une bonne gouvernance. Et donc, je pense que c'est de l'autorité de l'affaire de nos autorités. Mais en ce qui me concerne personnellement, concernant les concours, je dis que autant que faire se peut, si un enfant peut passer un concours jusqu'à ce que... Parce que tu peux même aider à corrompre quelqu'un pour un enfant qui n'en valait pas la peine, mais on ne cache pas le soleil avec sa main. Si ton enfant est nul, que tu corrompes les gens pour le mettre forcément dans un concours, je pense que ce n'est pas la solution. La solution, c'est de travailler en amont. C'est de permettre à ton enfant d'avoir une éducation équilibrée, une formation suffisante. Le reste arrivera plus tard. Et je pense que le phénomène va... Aujourd'hui, ça va... Avant, quand on nommait des gens à des responsabilités, c'était par des copinages, bien par la corruption, mais maintenant, de plus en plus, on fait des appels à candidature. Des appels. Donc, c'est dit qu'on a besoin aussi de ceux qui vont à l'école et qui ont un niveau, un minimum de niveau. Et je pense que quand un enfant est équilibré, qu'il a un niveau, forcément, on n'a pas besoin de corrompre quelqu'un pour qu'il ait un concours. Et puis, je veux dire aussi que tout n'est pas assujetti aujourd'hui au concours pour l'employabilité des jeunes. C'est pour cela que je dis, il faut mettre toujours de l'argent de côté. Quand ton enfant veut faire quelque chose, c'est vrai, l'État prévoit aujourd'hui des portefeuilles pour cela, mais il y a combien de jeunes qui attendent? Ils sont des milliers. Mais si toi, le père, tu as déjà un petit paquet pour permettre à tes enfants d'entreprendre, je pense que c'est déjà bon aussi. Tout n'est pas forcément de rentrer dans les concours, puisqu'il y a certains enfants même qui aiment l'entrepreneuriat. Il faut les encourager, il faut les former dans ce domaine et puis les encourager à faire l'entrepreneuriat. D'accord. Alors parlant de l'entrepreneuriat, est-ce que l'entrepreneuriat peut permettre aux jeunes aujourd'hui de se faire, d'être, selon vous? Oui, je pense que si vous comparez les pays anglophones par rapport aux pays francophones, c'est un peu ça, c'est cela le dommage aujourd'hui dans les pays francophones. Nous qui avons hérité de la civilisation francophone, on est un peu, je pense que c'est une question de culture. C'est une question de culture. J'ai un parent qui me disait à l'époque, mon fils, vraiment, je ne comprends pas les jeunes ivoiriens. On a peur du risque.
Évidemment, l'entrepreneuriat, c'est oser. Oser, c'est prendre beaucoup, c'est prendre aussi des risques. Parce que tu ne peux pas être, tu ne peux pas imaginer tout et puis dire que tout va aller sur les roulettes. Il y a forcément des risques aussi. Et il m'a dit comme ça, prends 10 jeunes Ivoiriens, dis à ces 10 jeunes, je vous donne 10 millions pour créer votre emploi ou je vous mets à l'ENA. Choisissez. Les 10 iront forcément à l'ENA. Ils cherchent la sécurité. Non, ils ne veulent pas prendre des risques pour entreprendre et après, ils vont tomber en parenthèse et leur entreprise va, donc ils vont déposer la clé sur le paillasson. En fait, c'est peut-être le manque aussi de la culture de l'entrepreneuriat. Et c'est ce qu'il faut inculquer parce que quand aujourd'hui, le salaire moyen dans la fonction publique, c'est autour de 200 000. Mais quand tu es chef d'entreprise, évidemment, tu es heureux parce que tu peux aller au-delà. Tu peux aller au-delà, mais tous nos jeunes veulent être sécurisés sur un petit salaire et puis ils veulent entreprendre. Mais généralement, il est tard parce que pour être entrepreneur, il faut avoir au moins 70% de la disponibilité de ton temps pour t'occuper de ton entreprise. Mais tu ne peux pas aller travailler chez quelqu'un et puis vouloir faire ton entreprise, tu ne peux pas. C'est celui à qui tu as confié là qui sera l'entrepreneur de lui-même son entreprise. Alors donc je dis que effectivement l'entrepreneuriat, c'est un domaine qui porte et qui peut endiguer même le chômage, l'employabilité des jeunes. Voilà aujourd'hui la FCA TV qui est un modèle d'employabilité. C'est une chaîne de jeunes, moi je dis que c'est une chaîne de jeunes qui ont osé. C'est difficile, je ne dis pas que c'est facile actuellement, c'est difficile, mais plus tard, quand on voit le déroulement des chaînes comme, excusez-moi des publicités, mais Canal+, mais ils ont commencé aussi petitement, mais qui sont arrivés là aujourd'hui. Mais on ne peut pas toujours commencer par le sommet sinon tu dégringoles. On commence par le bas. Et les jeunes ont peur de commencer par le bas parce qu'on a peur de la souffrance, on a peur du risque. Sinon, je pense qu'une bonne culture de l'entrepreneuriat dans notre pays va pouvoir permettre même à l'État de souffler. Parce que quand on organise des concours aujourd'hui, c'est 17 000 personnes pour 30 places. Mais attends, comment 30 personnes pour 17 000? Ils s'inscrivent quand même. Mais attends, vous inscrivez pour 30 places alors que vous êtes 17 000. Qu'est-ce que vous espérez? Bref, donc je dis qu'il faut faire la promotion de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose que les jeunes peuvent pratiquer pour eux-mêmes. Quand on dit l'entrepreneuriat, peut-être qu'ils pensent forcément aux grandes entreprises. Non. Non, c'est de voir dans ta communauté, capter les besoins de cette communauté et pouvoir créer quelque chose pour répondre financièrement, lucrativement à ce besoin. Alors, quel est alors le rôle de la famille dans l'insertion professionnelle? Alors, la famille a un véritable impact, un rôle énorme. Comme je le disais, la famille est d'abord le coach des jeunes dans l'employabilité. Parce que la famille doit aider, doit coacher. Si le coach commence déjà par, comme j'ai dit, l'équilibre moral, parce que si l'enfant est normal, forcément, il sera instruit. S'il est équilibré socialement, il va être instruit. Et s'il est instruit, tout ça là déjà. Donc, si tous les parents commencent par la base de l'éducation, je pense que l'employabilité sera facile. Aujourd'hui, on a encore des parents qui n'amènent pas leurs enfants à l'école. Et généralement, quand ils sont grands, ou alors qui abandonnent en cours de parcours, et on les laisse pour compte. C'est pas bon. Et donc, les parents ont un grand rôle à jouer, tant au début, au milieu qu'à la fin. Au début, c'est ce que je disais. Au début, c'est vraiment aider les jeunes à d'abord avoir une bonne moralité, à s'instruire, donc avoir le niveau requis, et puis à aimer ce qu'ils font. S'ils ont choisi quelque chose, il faut que le parent l'encourage. Maintenant, au milieu, c'est ça, c'est vraiment les soutenir jusqu'à finir leur formation. Et à la fin, c'est les amener à s'affranchir socialement. Parce que ne faut pas que le parent dise, moi j'ai déjà fini, j'ai été élevé, j'ai été nourri, j'ai été mis à l'école, tu as eu tes diplômes, tu veux quoi encore? Et débrouille-toi, mais il va se débrouiller comment? C'est nous les parents qui devons tout faire pour que ces jeunes puissent, c'est comme un relais 4x4. Tu es arrivé 7, peut-être que nous sommes arrivés par nous-mêmes nos fêtes. Mais c'est parce que nos parents n'avaient pas cette conscience. Nous qui avons cette conscience, il faut qu'on puisse emmener nos jeunes à s'affranchir socialement. C'est-à-dire, quand ils ont fini leur diplôme, le parent doit être là maintenant, le coach. Qu'est-ce que tu veux faire, mon fils? Non, je vais passer un concours. Non, je vais entreprendre. Le parent ne doit pas se décourager.
Et si tous les parents, je dis bien tous les parents qui ont les jeunes, ont ce même esprit, je pense que on va vraiment jouer sur l'échiquier de l'employabilité des jeunes. Parce que donc les parents ont beaucoup à faire. Rôle de coach, rôle de soutien, rôle d'orientation même. Comme j'ai dit, comme vous le disiez dans votre introduction, l'État seul ne peut plus. L'État même est débordé. Mais l'État doit s'appuyer sur les parents et que nous sommes. Donc nous devons vraiment amener tous nos enfants à s'insérer, à ouvrir les yeux, à ne pas les abandonner. Il faut que nos enfants soient nos fiertés. C'est quand tu es là, on dit que ton enfant est directeur général. C'est du parent. Mais vos parents doivent être heureux et fiers de vous aujourd'hui. C'est vrai que même s'ils n'ont pas fait, mais vous serez fiers de voir vos enfants que vous avez aidés jusqu'à la réussite. Mais cet enfant-là te sera redevable. Et il le fera pour son enfant aussi. Et c'est comme ça que l'humanité va être stable, professionnellement, socialement. Je pense que si tout est comme ça, même d'ailleurs, il n'y aura pas de crise. Il n'y aura pas de crise. Il y a la crise parce que les gens ont faim. Les guerres sont là parce que les gens n'ont rien à manger. Quand ils n'ont rien à manger, un peu de moyens leur suffit de l'extérieur pour changer leur mentalité, leur vie. Et changer aussi leur manière de concevoir. Sinon, quand tout le monde mange à sa faim, moi, je pense pas que quelqu'un peut prendre une arme pour aller contre son ami. C'est ça. Ce premier numéro de Parlons Emploi de ce jeudi 1er mars 2018, nous étions avec Dr T. Guy Damien, médecin au centre médical du Trésor. Avec lui, nous parlons du rôle de la famille dans l'insertion professionnelle des jeunes. Nous sommes presque à la fin de notre numéro de Parlons Emploi de ce jour. Mais avant, nous avons la rubrique Clair-Obscur qui va permettre à notre invité de nous dire ses secrets les plus intimes. C'est juste après cette page publicitaire. Quand arrive la période des fêtes, l'excitation monte et l'atmosphère est aux retrouvailles. La nouvelle collection Extravagance se montre haute en couleurs et pleine de caractère. Vous n'avez pas peur des motifs visibles, des couleurs remarquables? Alors voici 12 pagnes, faits pour vous démarquer. Nouvelle collection Extravagance d'Uniwax à découvrir dans votre magazine 33, disponible dans le réseau de boutiques habituelles. Uniwax révèle l'élégance africaine. FEA, entendez, Force Emploi Afrique en version web, magazine et télévision est le seul canal qui prône l'employabilité en Afrique. La FEA TV est une télévision en ligne qui décortique les problèmes de l'employabilité des jeunes, les informations en rapport avec les opportunités d'emploi. C'est aussi un canal par lequel les entrepreneurs et employeurs exposent leurs expériences et orientent les jeunes pour une rapide insertion professionnelle. La FEA Mag est un magazine qui vous permet de faire la publicité de vos entreprises pour une visibilité certaine. Elle comporte aussi toutes les activités ayant rapport avec l'employabilité en Afrique. Notre site internet www.feafrique.info fournit des actualités et informations relatives à l'employabilité des jeunes en Afrique. Il comporte également l'annuaire des demandeurs d'emploi et vous pouvez vous y inscrire quelle que soit votre position en Afrique. Comment s'inscrire? Il vous faut juste vous connecter via un ordinateur ou un téléphone portable. Cliquez ensuite sur Annuaire, choisissez l'option S'inscrire et remplissez convenablement tous les champs se rapportant aux informations vous concernant. Enfin, finalisez votre inscription en cliquant sur S'inscrire. Toi jeune, va t'inscrire sur l'annuaire des demandeurs d'emploi pour t'arracher des mains du sans-emploi ou du chômage. Contactez-nous au plus 225 87 11 11 55 01 12 0804 89 07 29 77 pour vos couvertures médiatiques, événements de tout genre, clips et autres. La FEA TV, le numéro 1 de l'employabilité en Afrique. Sur notre plateau et nous sommes avec monsieur T. Guy Damien, médecin au centre médical du Trésor. Voilà, donc c'est la rubrique Clair Obscur et la première question, notre invité va l'attirer. Merci, Anthony. C'est nous qui allons le lire. Alors la première question dit celle-ci: quel est le plus grand regret de votre vie? Quel est le plus grand regret de votre vie? Vous regardez dans votre caméra. Alors, comme je le disais
le début de l'émission, Oui. cela peut paraître comme un regret, mais aujourd'hui, ça peut être une fierté. Le plus grand regret, c'est que je n'ai pas fait ce que j'aurais voulu être, ce que j'aurais voulu faire dans ma vie professionnelle comme passion, c'est-à-dire être géologue. J'avais voulu franchement embrasser la carrière de la géologie. Quand je devais rentrer dans la phase universitaire, malheureusement, je ne le suis pas. Ça a été un regret, mais un regret, j'allais dire, qui a été compensé aujourd'hui parce que la vie m'offre de sauver les vies humaines. Un regret heureux. Un regret heureux. Alors la deuxième question, allez-y. Merci. La deuxième question dit ceci exactement. Quel est votre plus grand défaut? Alors, c'est une question. Mon défaut, j'allais dire, c'est vrai que peut-être que les autres peuvent considérer comme une qualité, mais comme aussi un défaut, mais ce que je sache, mon défaut, c'est que je me fâche rarement, je suis toujours gai et généralement, cela fait que quand je suis déçu, c'est un peu une déception irréversible. Peut-être que c'est un défaut. Je ne sais pas revenir quand je suis déçu sur une situation. Ça. Donc je suis d'emblée toujours gai, mais quand je suis déçu, c'est irréversible. C'est un défaut peut-être. Donc, vous ne vous fâchez pas vite, non, mais lorsque ça vient... Je fais confiance d'emblée, mais quand il m'est donné de me décevoir, je veux dire que nos relations peuvent reprendre, mais ce serait irréversible. La plaie prend du temps à être cicatrisée. Absolument. D'accord. Troisième question. Merci. Alors la troisième question dit ceci. Quel est votre projet à court terme? Mon projet à court terme, actuellement, c'est le projet à court terme vient de prendre fin. À court terme, c'était vraiment d'avoir un toit. J'ai un toit aujourd'hui et je pense que je peux dire merci à Dieu. C'est ça. Parce que c'était un projet qui est mieux et je crois qu'il vient juste de prendre fin. Donc c'était mon projet à court terme. Maintenant, je crois que j'ai des projets à moyen et à long terme. À long terme. D'accord. Alors, la dernière question attirée par notre invité, le docteur T. Guy Damien. La question dit ceci. Faites un vœu. Alors, le vœu que je veux maintenant formuler devant tous les téléspectateurs de la FIA TV, Oui. concernant particulièrement la thématique du jour, c'est de voir mon pays sortir de ce fort taux de chômage à travers le chômage qui gangrène la jeunesse. Donc, de permettre à tous les parents que nous sommes de pouvoir aider les gouvernants, de ne pas seulement les regarder, et à travers nous, la synergie entre nous et les gouvernants, de réduire le taux de chômage, donc de favoriser l'employabilité des jeunes. Je souhaite que chaque parent mette vraiment beaucoup d'énergie pour la réussite de ses enfants. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit ensuite l'actualité, tous ces petites actes de délinquance, enlèvement d'enfants par-ci, égorgement d'enfants par-là, bon, moi je pense que tout ça est lié par le déficit d'emploi, tout bien le fait de vouloir l'envie. C'est l'envie, mais quand tout le monde est satisfait, quand tout le monde est rassasié, je dis, chacun fait au moins ce qu'il veut faire. Je pense qu'avant, ces phénomènes n'existaient pas. Mais aujourd'hui, le taux de chômage est tel que il y a une classe de la société qui ça va, il y a une grande classe, ça ne va pas. Mais qu'est-ce que nous, les parents, nous faisons? Mon vœu, c'est que vraiment la quasi-totalité des jeunes de mon pays, ceux qui sont en âge de travailler, travaillent. Et que les parents aussi puissent aider à cela et que le pays retrouve toute sa stabilité. Aujourd'hui, je souhaite vraiment une paix durable pour mon pays. C'est ça. Ça, c'est un vœu vraiment noble d'un père qui a un souci vraiment très profond pour ses enfants. Le rôle de la famille dans l'employabilité des jeunes, c'est le thème de ce jour, jeudi 1er mars 2018. Et nous allons demander à notre invité de nous dire son mot de fin. Je voulais sincèrement dire merci à la FIA TV. J'ai développé ce thème sur l'employabilité, surtout la famille. L'employabilité, l'impact de la famille sur l'employabilité. Et cela m'amène à faire
Un clin d'œil à ma famille. Je voulais juste vraiment dire sincèrement merci à mon épouse qui m'aide beaucoup à travailler à cela, Madame Odile Demi, avec qui j'ai 4 enfants, Ginette, Paul-Antoine, Lisa et Guidamé Junior. Et je souhaite que tous les autres membres de ma maison et les grands-enfants et tous les autres enfants de la Côte d'Ivoire puissent être heureux et que la FA TV, qui fait toujours cette promotion de l'employabilité des jeunes, puisse être un jour une chaîne de référence. Merci. Et que leur objectif à terme soit atteint, c'est-à-dire que le maximum de jeunes travaillent et que cette chaîne même aussi puisse se positionner et puisse être une chaîne de la jeunesse. Merci. Je voulais encore vous dire merci et que Dieu puisse vous emmener à aller de l'avant. Alors nous portons ces vœux comme de belles parures. Merci beaucoup pour votre disponibilité, pour ce temps que vous avez passé sur notre plateau. Merci à vous. Mes chers téléspectateurs, tous les jeudis vous êtes au rendez-vous pour pouvoir suivre cette émission Parlons Emploi. Aujourd'hui nous avons parlé du rôle de la famille dans l'employabilité des jeunes et puis Dr T nous a permis de savoir quel est le rôle de chaque membre de la famille afin que l'insertion professionnelle des jeunes soit une chose faite. Merci à Kofi Jean qui était derrière la caméra. Merci pour tout ce que celui-là fait pour la réussite et pour la tenue de cette émission. Moi, c'était Constant Sagoué. Merci et à jeudi prochain.